Bien. Alors on attaque la troisième et dernière partie, donc que j'ai intitulée «Le progrès technique ne doit pas viser à nous libérer du travail, mais à rendre notre travail libre». C'est-à-dire l'idée, comme j'ai expliqué dans la fin de la vidéo précédente, c'est de dire que la fin du travail en elle-même n'est pas souhaitable, hein, dans la mesure où le travail, l'activité même de travailler est désirable. On verra pourquoi dans le petit 2. En attendant, l'idée, c'est que la fonction qu'on devrait assigner au progrès technique, c'est de retirer au travail son caractère de contrainte et d'en faire une activité où l'homme peut exprimer sa liberté. C'est la thèse qu'on va défendre et on va essayer de l'expliquer plus précisément dans le déroulement. Je commence avec le petit 1. Le progrès technique doit faire l'objet d'un contrôle moral et politique. Alors ici, on est sur un texte de Platon qui se trouve dans le Phèdre. Alors, donc je vous rappelle que les dialogues de Platon ont toujours pour titre le nom d'un des interlocuteurs de Socrate, hein. Et dans le Phèdre, il s'agit d'un dialogue globalement sur la rhétorique, c'est-à-dire l'art de maîtriser la parole, de se servir de la parole comme d'un outil pour arriver à certaines fins. Donc, dès qu'on parle justement de la rhétorique, de la maîtrise de la parole, on a cette idée de l'outil, de l'ustensilité. Et ici, ce mythe, parce qu'il s'agit d'un mythe, s'inscrit dans une réflexion sur la finalité de la rhétorique. Finalement, est-ce que la rhétorique c'est un outil neutre qui est bon ou mauvais selon l'usage qu'on en fait, ou est-ce qu'il a une valeur propre? Est-ce que la rhétorique serait foncièrement bonne ou foncièrement mauvaise? Euh, Toute l'idée des sophistes, donc les adversaires en général de Socrate et de Platon, c'est justement qu'il y a une neutralité de la technique. C'est une thèse qui a été explicitement soutenue par Protagoras, qui était un des premiers sophistes. C'est l'idée que la rhétorique, comme n'importe quelle technique, n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise. Elle est ce qu'on en fait. Si on l'utilise pour convaincre un auditoire qu'il faut donner à manger aux pauvres, elle est bonne. Si on l'utilise pour élire un dictateur populiste et génocidaire, elle est mauvaise. J'ai déjà évoqué ce point de la neutralité de la technique avec les TG8, donc pardon si ça fait un peu redite pour les TG8, mais comme j'en ai pas parlé avec les autres, je me permets d'en parler maintenant. Il se trouve que Platon va répondre aux sophistes en... Pardon, je recommence. Platon va s'opposer aux sophistes en considérant que la technique n'est pas neutre, elle a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que vous avez des valeurs qui sont, euh, comment dire, codées ou intégrées à même les techniques qu'on emploie. Pour donner un petit exemple de cette thèse, c'est l'idée qu'un pistolet, c'est un objet qui est construit pour tuer, et donc que structurellement, on peut penser qu'il est mauvais. C'est-à-dire qu'il est difficile de penser à un usage du pistolet, même en cas de défense ou de légitime défense, qui serait fondamentalement bon. Le pistolet serait un objet utile, mais pour Platon, fondamentalement mauvais. Bon, peu importe. Pour l'instant, donc on est sur cet extrait du Phèdre. Alors vous voyez que là, il s'agit pas exactement d'un dialogue entre Socrate et ses interlocuteurs. Il s'agit de Socrate qui va raconter une histoire, plus précisément un mythe. Souvent, quand Socrate arrive dans une impasse dans la discussion avec ses interlocuteurs, il va relancer la conversation en prétendant relater une histoire qu'il aurait entendue. Euh, il va appeler ça en grec un mythos. Mythos, en fait, ça veut dire une histoire. En grec, c'est pas forcément mythe au sens où ça fait intervenir des personnages surnaturels. C'est simplement une fiction. Mythos, c'est vraiment la fiction. Donc ici, Socrate va raconter l'histoire d'un roi, le roi d'Égypte, qui s'appelle Tammuz. Il parle d'un passé très ancien, très reculé. Donc Tammuz, le roi d'Égypte, aurait rencontré une sorte de démon qui s'appelle Teut. Les deux personnages du dialogue sont Tammuz, le roi, et Teut, le démon. Et Teut est réputé être à l'origine de toute une série d'inventions. Par exemple des jeux, les échecs, les dames, mais aussi des techniques architecturales, agricoles, et enfin, il prétend avoir inventé la technique de l'écriture, c'est-à-dire l'art de retenir les pensées en les couchant sur le papier. Alors, je vais relire brièvement le texte, à la fois pour me le remettre en tête et pour qu'on soit sur de bonnes bases. Donc Teut vint trouver le roi. Il lui montra les arts qu'il avait inventés et lui dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi demanda à quel usage chacun pouvait servir. Le dieu le lui expliqua, et selon qu'il lui paraissait avoir tort ou raison, le roi les blâmait,
ou le louer. On dit que Tammuz fit à Teut beaucoup d'observations pour ou contre chaque art. Il serait trop long de les relever. Mais quand on en vint à l'écriture, l'enseignement de l'écriture au roi, dit Teut, accroîtra la science et la mémoire des Égyptiens, car j'ai trouvé là le remède de l'oubli et de l'ignorance. Le roi répondit, ingénieux Teut, tel est capable de créer des arts, tel autre de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui doivent les mettre en usage. C'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues une efficacité contraire à celle dont elle est capable, car elle produira l'oubli dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire. Confiant dans l'écriture, c'est du dehors, par des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond d'eux-mêmes, qu'ils chercheront à susciter leurs souvenirs. Tu as trouvé le moyen, non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir. C'est un très beau texte, un très beau texte. Alors donc, on a cette scène de la rencontre entre finalement l'inventeur génial et le roi, et vous voyez que Teut commence par exposer un catalogue, hein, exactement comme un vendeur par correspondance pourrait vous montrer son catalogue. Alors j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, est-ce que vous en voulez? Et vous voyez que pour chaque invention, le roi va dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Donc pour l'instant je le mets entre parenthèses, mais vous voyez déjà, j'en reparlerai à la fin, que le roi cherche à exercer un contrôle sur les inventions que Teut cherche à introduire dans son royaume. Le roi ne part pas du principe que le progrès technique c'est forcément bien, que finalement si on invente quelque chose, bah, il faut adopter cette invention. Au contraire, il maintient que il doit être, en tant que dirigeant, le juge de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le juge de ce qui est nécessaire et au contraire de ce qui est nuisible. Donc ça, c'est vraiment le début du texte, ça nous resservira à la fin, j'y viendrai plus tard. Pour l'instant, arrêtons-nous sur cette question de l'écriture. Vous voyez que Teut prétend avoir inventé l'écriture, et il veut, en quelque sorte, vendre son invention à Tammuz, et donc plus généralement aux Égyptiens, en disant « Mon invention a deux intérêts. D'abord, elle lutte contre l'ignorance, et ensuite elle lutte contre l'oubli. » Alors, c'est qu'en apparence, l'écriture doit remplir ces deux fonctions. L'écriture nous permet d'apprendre des choses qu'on ne savait pas, et l'écriture nous permet de nous souvenir de choses qu'on risquait d'oublier, qu'on aurait pu oublier sans le secours de la page écrite. Alors pourquoi est-ce que l'écriture lutte contre l'ignorance? Bah, tout simplement parce qu'elle permet de dépasser la limitation spatiale et temporelle de la parole. Tout le problème de la parole, c'est qu'elle est limitée à l'espace et au temps dans lesquels elle se déroule. Là, s'il n'y avait pas mon ordinateur devant moi qui enregistrait mes paroles, je serais en train de parler tout seul comme un glandieu dans mon salon, et personne ne m'entendrait, mes paroles s'évanouiraient après que je les aurais prononcées. Donc, la parole, c'est d'abord un instrument physique. C'est d'abord des sons produits par une bouche, et le problème, c'est que si on n'est pas dans la pièce avec la personne qui parle, eh ben, on n'accède pas au discours. Donc vous voyez que à partir du moment où on a l'écriture, on peut intégrer les idées des autres, et donc on peut apprendre ce que les autres savaient et ce que nous on ignorait. Donc les autres, ceux qui sont loin dans l'espace, je peux prendre des cours par correspondance. Au fond, les cours par correspondance, c'est exactement ça. C'est vaincre la distance par l'écrit. J'ai un professeur qui est loin, moi je suis élève, je suis chez moi. Bon, bah, je reçois le savoir par voie postale. C'est magique. Bon. Donc, l'écriture permet de lutter contre l'ignorance en consignant la connaissance. Hein. Et si on veut même aller plus loin, elle permet la construction du savoir scientifique. Si on admet l'idée que le savoir scientifique est cumulatif, c'est-à-dire que toute connaissance est conquise sur la base d'un état de connaissance antécédent, que par exemple la science du Moyen-Âge est construite sur les bases de la science antique, que la science moderne est construite sur les bases de la science médiévale, et que la science contemporaine est fondée sur les bases de la science moderne. Alors si on est d'accord avec cette idée, on doit bien admettre que l'écriture, c'est précisément ce qui va permettre le progrès scientifique, et donc évidemment le progrès technique, et ce qui va permettre justement l'accumulation du savoir, le fait de savoir de plus en plus de choses. Alors, évidemment, dans le chapitre sur la science, je vous expliquais que l'histoire de la science, ça marchait pas vraiment comme ça. Elle n'était pas continuiste, elle était plutôt discontinuiste, hein, ça marchait par rupture. La science ne fonctionne pas de la même façon à chaque époque, mais bon, je laisse ça de côté. Donc l'écriture permet de combler l'ignorance, de chasser l'ignorance. Et deuxième argument, deuxième intérêt de l'écriture pour Teut, elle permet de lutter contre l'oubli. Effectivement, quand je mets un post-it sur mon frigo,
ça me permet de me souvenir de choses qui peuvent quitter ma mémoire. Ma mémoire, elle est pas infaillible, hein. On oublie des choses tous les jours. Et justement, quand je recroise des yeux le papier, bah, ça me permet de me souvenir que je devais aller chercher ma fille à la crèche, ou je devais cuisiner un gâteau, ou réviser un cours, ce genre de choses. Donc, a priori, l'écriture est une bonne chose, parce que elle permet de lutter contre l'ignorance et de lutter contre l'oubli. Ça, c'est les arguments de Teut. Vous constatez que le roi, Tammuz, il est pas du tout d'accord. Il va avoir une double objection. D'une part, l'écriture ne produit ni le savoir ni la mémoire. D'autre part, ce qui est bien pire, l'écriture produit l'illusion du savoir et l'illusion de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va, avec l'écriture, on va croire qu'on est savant et on va croire qu'on se souvient, alors qu'en réalité, on reste ignorant et on devient oublieux. C'est ça, ces deux objections. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que, finalement, pourquoi est-ce qu'on peut penser que l'invention de l'écriture risquerait de nous rendre ignorants ou de nous faire croire qu'on est savant alors qu'on est ignorant? En fait, ce que veut dire Tammuz, c'est quelque chose de très puissant, c'est l'idée que lorsque le savoir est consigné sur un support écrit en particulier, donc dans un livre, sur une page internet, hein, ça marche aussi pour Wikipédia évidemment, hein, je vais reparler de Wikipédia. Donc quand le savoir est inscrit sur un support, on a l'illusion de le connaître parce que précisément, il est objectivé. C'est-à-dire, il est stocké sur un objet. La connaissance, elle semble être là, euh, disponible, accessible, dans le livre. Vous voyez, derrière moi, il y a une bibliothèque. Bon, ben, peut-être que j'ai l'impression d'être savant parce que j'ai du savoir derrière moi. J'ai plusieurs dizaines de kilos de savoir. Bon, mais tout le problème, c'est que le savoir, il a besoin d'être su. Il a besoin d'être intériorisé par un sujet. Quelqu'un qui peut dire je sais. Autrement dit, c'est pas parce que j'ai accès à toute la connaissance du monde sur un support, donc dans des livres ou sur Wikipédia, que je suis vraiment savant. Par contre, ça peut me donner l'impression que je le suis. Et à chaque fois que j'ignore quelque chose, je peux simplement dégainer mon téléphone, aller voir sur Wikipédia et dire ah tiens, effectivement, la population de Paris intramuros, c'est à peu près 2 millions de personnes. Ensuite, je range mon téléphone et j'aurai l'impression de savoir quelque chose, qu'en réalité j'ai oublié instantanément. Et là, on va faire le lien avec le deuxième point. Parce que précisément, l'information est stockée sur le support. Mais donc, ce que veut dire Tammuz, c'est que, en réalité, l'écriture nous donne l'illusion d'être savant, parce qu'on peut avoir cette impression que puisque le savoir est dans les livres, alors il n'a pas besoin d'être su. En fait, ce qui veut dire, c'est que de toute façon, que le savoir soit stocké ou non, à un moment ou à un autre, il devra arriver dans mon âme. Alors, Platon, il parle d'âme, nous, à notre époque, on parlerait peut-être plutôt d'esprit. Il doit arriver dans mon esprit. C'est-à-dire que le savoir, c'est quelque chose qui existe dans une personne. Un savoir qui existe simplement comme quantité d'informations sur un support, c'est pas de la connaissance, c'est de l'information. Et donc là, Platon ne fait pas explicitement cette distinction, mais on pourrait très bien la faire, elle est très utile. On pourrait distinguer entre l'information, d'une part, et la connaissance, d'autre part. L'information, c'est justement euh, une connaissance qui n'a pas été subjectivée, qui n'a pas été intériorisée par un esprit. C'est quelque part de la connaissance, alors j'allais dire à l'état brut, c'est de la connaissance qui existe simplement dans le monde matériel, dans le monde extérieur à l'esprit de l'homme. Alors que la connaissance, c'est justement l'information qui a été digérée par un être humain et qui vient s'inscrire dans un esprit. Mais c'est pour ça que finalement, moi je peux pas dire que je sais ce qu'il y a dans tous les livres derrière moi, parce que d'une part, je les ai pas tout à fait tous lus, il y en a quelques-uns que j'ai pas lus, et d'autre part, j'en ai pas le souvenir exact. Donc en fait, Platon ici nous met en garde, attention à ne pas croire que ce qui est dans les livres est une connaissance, parce que c'est dans les livres. Non, c'est une connaissance à partir du moment où c'est dans l'esprit. Ça a l'air tout bête comme idée. Mais au fond, ici Platon nous interroge vraiment sur notre modernité. Là, Platon il parle de nous. Nous, on a de plus en plus l'impression qu'on est savant, parce qu'on voit que sur Internet est disponible une somme inimaginable d'informations. Et donc on dit, nous, collectivement, les êtres humains, nous sommes savants. Mais ça veut dire quoi, nous? C'est qui nous? Qui est le sujet de la science? C'est ça la question que pose Platon.
Je te dis, normalement, le sujet de la connaissance, le sujet du savoir, c'est l'homme. Or, quand on dit nous sommes savants, nous en tant qu'espèce ou que civilisation, bah en fait, on invente un concept de savoir sans sujet, un savoir que personne ne connaît, puisque finalement, qui connaît tout Wikipédia? Personne. Qui sait tout ce qu'il y a sur Internet? Personne. Dieu merci parce qu'il y a aussi des horreurs sur Internet. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que il faut faire attention à la question du qui ou du sujet quand on parle de connaissance. Par exemple, quand on dit les Français savent que, ou les êtres humains savent que, ou alors on sait que, quand on dit par exemple aujourd'hui on sait que la Terre est plate, bah justement, vous avez des gens qui ne savent que la Terre est... pardon, excusez-moi. Aujourd'hui on sait que la Terre est ronde, je me suis emmêlé les pinceaux. Quand on dit aujourd'hui on sait que la Terre est ronde, ok, mais qui sait que la Terre est ronde? Alors, d'une part, il y a une certaine fraction de la population humaine qui croit que la Terre est plate. Donc qui refuse explicitement l'idée que la Terre est ronde. Ensuite, chez ceux qui disent savoir que la Terre est ronde, qui est capable de le démontrer? Parce qu'au fond, c'est bien joli de dire je sais que la Terre est ronde, mais si je peux pas le justifier, est-ce que c'est vraiment du savoir? Est-ce qu'il y a une distinction entre avoir entendu dire que la Terre était ronde et avoir entendu dire que, par exemple, je sais pas, Beyoncé avait un nouveau copain? Bon, bah, dans les deux cas, c'est de l'ouï dire, mais c'est pas de la connaissance. Si je ne peux pas justifier ce que je dis, par une démonstration ou par un raisonnement, alors je peux pas dire que je sache que la Terre est ronde. Et justement, on peut se poser la question, parmi toutes les choses que nous savons, quel est que nous prétendons savoir plutôt, parmi toutes les choses que nous prétendons savoir, quel est le pourcentage de choses que nous pouvons justifier, que nous pouvons démontrer? Ben, il y en a bien peu. Il y en a bien peu. Alors, ça c'est la première objection de Tamous, c'est justement l'écriture risque de produire l'illusion du savoir. Il y a un deuxième argument, qui vient répondre donc au deuxième argument de Teut, c'est l'écriture produit l'illusion du souvenir. Ici encore, Platon est extrêmement puissant. Euh, Platon nous dit que nous écrivons, non pas pour nous souvenir, mais pour pouvoir oublier. Ça aussi, c'est un point que j'ai dû mentionner avec les TG8, donc pardon pour les classes à qui j'ai déjà dû parler de ça. Mais on n'écrit pas pour se souvenir, on écrit justement pour pouvoir oublier. À partir du moment où je mets le rappel sur mon téléphone, ou je mets le post-it sur mon frigo, c'est justement que je me donne le droit d'oublier, c'est-à-dire de chasser de mon esprit l'information qu'il fallait retenir. Et toute la fonction du téléphone dans l'application rappel, c'est extérieurement de me remettre en mémoire ce que j'avais chassé. Donc en fait, ça veut dire que l'écriture est pas une façon de se souvenir, puisque se souvenir, ce serait au fond stocké dans l'esprit. Mais écrire, c'est pas stocké dans l'esprit, c'est justement stocké hors de l'esprit. Donc, écrire, c'est se donner la permission, ou le droit, ou la possibilité d'oublier. Écrire, c'est se donner la possibilité d'oublier. Donc vous voyez, ici, le roi Tammuz conteste l'utilité des inventions proposées par Teut en disant, bah finalement, mon gars, tes inventions, elles vont faire le contraire de ce que tu prétends. Et c'est pour ça qu'au milieu du texte, la ligne 6, si je compte bien avec mes yeux, le roi dit ingénieux Teut, tel est capable de créer les arts, tel autre de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou profit. Autrement dit, ici Tammuz fait la distinction entre le rôle du technicien et le rôle du responsable politique. Le rôle du technicien, c'est le comment. Comment arriver à telle ou telle fin. Par exemple, on me demande de construire un pont, je dois construire un pont. Comment construire un pont de la façon la plus efficace? Ça, c'est un truc qu'on a déjà dit dans l'intro, donc je reviens pas longtemps dessus. Mais la question que se pose le technicien est toujours la pure question des moyens. D'accord? Le responsable politique, et c'est ça que veut dire Platon, il a en vue la question du bien. Est-ce que X est bon ou mauvais? Pour nous en tant que collectivité, pour nous en tant que concitoyens. Le roi, il se pose la question, voilà, est-ce que, par exemple, on a raison d'autoriser l'euthanasie? C'est un débat qui a cours en ce moment au Parlement. Est-ce que c'est une bonne chose de permettre à des médecins d'assister certaines personnes dans le processus de la mort, indirectement donner la mort. Donc lui, le roi, il a en vue la question de la fin, c'est-à-dire la question du bien. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Le rôle de l'ingénieur ou du technicien, c'est les moyens, et le rôle du responsable politique, c'est la fin. Quelle fin devons-nous nous fixer comme en tant que collectivité? Et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas au technicien de juger de l'usage de ses inventions. Finalement, c'est pas au technicien de dire si ce qu'il fait c'est bon ou mauvais. C'est pas au mec qui invente Facebook de dire si Facebook c'est utile ou c'est nocif. Si ça permet vraiment de
raccorder les gens, de les connecter, de faire en sorte qu'ils dialoguent davantage, ou si au contraire ça risque de les rendre plus hargneux, de les rendre vulnérables à des contenus violents, ou de les rendre plus lâches. Ça, c'est pas le rôle du technicien, c'est le rôle de l'homme politique. C'est-à-dire en fait, c'est le rôle des États, ou en tout cas c'est le rôle de la délibération collective, de s'interroger sur la finalité des inventions. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette section hein, Le progrès technique doit faire l'objet d'un contrôle moral et politique, c'est que justement, si on laisse le pouvoir aux ingénieurs, ça veut dire que on se délaisse de notre responsabilité de contrôler les inventions, de dire si, ben voilà, si elles nous sont utiles ou pas. Donc finalement, sur cette question de l'écriture, vous voyez bien que le roi, et là je reviens à ce que je disais au tout début de l'explication, le roi assume de contrôler ce qui rentre dans son royaume. Il dit, attends, tu me proposes telle ou telle invention, ok ça c'est bien, les échecs ça va divertir les gens, ça va exercer leur méninge, enfin leurs neurones, ça ok. En revanche l'écriture, je ne suis pas d'accord. L'écriture ça va produire des risques qui sont euh, indésirables, enfin, ça va produire des effets, pardon, qui sont profondément indésirables. Et ça, encore une fois, il revient pas à l'ingénieur d'en décider. Donc, dans cette première section, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais contester l'idée qu'on avait plus ou moins acceptée depuis le début, que le progrès était bon en tant que tel. On avait commencé à contester cette idée avec Baudelaire, là on continue à le faire en précisant le propos. Avec Baudelaire, dans le texte précédent, on avait juste dit que finalement l'attachement au progrès pouvait nous rendre malheureux. Ici on devient un peu plus précis, on dit que finalement le progrès technique est un processus qu'il ne faut pas laisser, enfin il ne faut pas lui lâcher la bride. Lâcher la bride, ça veut dire quoi? C'est une métaphore d'équitation, ça veut dire que vous laissez la bride au cheval, vous laissez le cheval faire ce qu'il veut. Donc si vous laissez le progrès technique avancer dans la direction qu'il souhaite, vous risquez d'arriver, enfin vous risquez de devoir accepter des choses que vous ne voulez pas accepter. Des choses qui contredisent le bien-être humain, qui contredisent la morale, qui contredisent les finalités générales que vous fixez à l'association politique. Donc, c'est pour ça que dans ce petit 1, en fait, ce petit 1, il sert un peu de préambule au grand 3, c'est vraiment l'idée que le progrès technique doit faire l'objet d'un contrôle. Qu'on doit pas le laisser prendre la direction qu'il veut, mais que il faut affirmer autant que possible bien sûr, euh, la légitimité de la politique sur la technique. C'est la politique qui doit gouverner la technique et c'est pas l'inverse. Et tout le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que c'est l'inverse. C'est-à-dire que des firmes technologiques, je pense par exemple à Lockheed Martin pour le secteur militaire, ou à Nvidia dans le secteur informatique, ou encore à Meta dans le secteur des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, on a le sentiment que les dirigeants de ces entreprises-là, les gens qui sont à l'origine de ces produits, prétendent imposer des normes. C'est-à-dire prétendent changer la société et changer le monde à l'image de leurs inventions. Et le message de Platon, ce serait plutôt l'inverse, ce serait de dire que il y a une pleine légitimité des États à contrôler ces inventions, à les soumettre à des lois, et donc, en fait, à soumettre le moyen à la fin. Platon, il est là pour nous rappeler que nos instruments sont toujours des moyens et qu'ils ne doivent jamais devenir des fins. Et que l'ingénieur ne doit jamais avoir on doit jamais lui laisser l'autorité pour décider de ce qui est bon ou pas. Et donc, évidemment, par extension, on ne doit jamais dire qu'une invention est bonne parce qu'elle est nouvelle. Une invention est bonne si elle est bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'elle est nouvelle. C'est ça vraiment l'idée de Platon. Donc ça veut dire que le progrès technique, évidemment, euh, ne nous libère pas automatiquement, bien sûr. Il peut nous libérer si, justement, on accepte ce qui en lui peut nous libérer, et on refuse ce qui peut au contraire nous asservir. Voilà pourquoi je l'ai mis en préambule de ce grand 3, parce qu'encore une fois, l'idée du grand 3, c'est vraiment que, en astreignant, enfin, en imposant une direction au progrès technique, en faisant un tri, si vous voulez, dans le progrès technique, on peut espérer, justement, la libération du travail. Pas au sens où on n'aurait plus besoin de travailler, je l'ai déjà rappelé mais je le redis, mais au sens où le progrès technique pourrait nous aider à épurer le travail de tout ce qui contient justement de dégradant ou d'aliénant. Mais évidemment, pour arriver à cette fin, la première condition, c'est d'accepter justement qu'il y ait une tutelle politique et morale sur la technique. C'est-à-dire finalement de nous rendre à nouveau maîtres de ce processus qui ressemble de plus en plus à un cheval fou et qui semble prendre des initiatives de lui-même. C'est ça l'idée, c'est que le préambule à toute
à toute libération du travail par la technique, c'est de commencer par dire, OK, nous devons prendre en main le projet technique, lui assigner une finalité précise et ne pas le laisser s'extraire de cette finalité. Exactement comme on dirait d'un cheval, on doit contrôler le cheval pour arriver à notre destination et ne pas le laisser aller où il veut. À cette condition seulement, on peut commencer à se poser la question, dans quelle mesure est-ce que le projet technique peut rendre notre travail, enfin, peut faire de notre travail une activité libre? On commencera à répondre à cette question dans le petit 2.